Encore une OPA. C'est la deuxième sur les pépites. On avait 18 valeurs dans les pépites. On a 2 qui ont eu une OPA. C'est un ratio qui est gigantesque. C'est absolument exceptionnel. Et on va en parler dans cette vidéo, ainsi que toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, ainsi que le plan de trading et les pépites, les fameuses pépites à trader de Ricardo. Allez, c'est parti pour le 45e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, c'est les OPA, les offres publiques d'achat. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente dans la bourse ? Est-ce qu'il faut chasser l'OPA ? Comment j'ai fait pour repérer ces OPA ? Est-ce que je les ai vraiment repérés ou est-ce que c'est le hasard ? Ce sera tout l'objet de cette vidéo, de cette rubrique sur le titre du jour. Et c'est ce qu'on verra dans le début de cet hebdo. On enchaînera ensuite avec la macroéconomie. Vous verrez que c'est une semaine sur l'inflation. On apprendra pas mal de choses sur comment elle évolue et évidemment sur des petites choses que je rajouterai. Je parlerai aussi de la Chine. On enchaînera avec les indices. On verra que les indices commencent à nous donner des petits signes de fatigue. Peut-être on verra que on est peut-être rendu à un niveau où il faut se poser les bonnes questions. C'est ensuite qu'on enchaînera avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Il y a eu pas mal de beaux dossiers qu'on m'a proposés, mais il se trouve que beaux dossiers sur les bilans comptables, c'est peut-être pas toujours la bonne chose qu'il faut regarder pour pouvoir gagner en bourse. Et puis on terminera avec les fameuses pépites à trader de Ricardo qui font vraiment des records sur records. Vous allez voir que c'est exceptionnel. Enfin, franchement, c'est une partie, c'est un mois qui a été vraiment hors du commun. Aucune valeur. Peut-être, on verra ça dans la fin de la vidéo. Aucune valeur n'aurait baissé pendant le mois qui vient de passer, elles auraient toutes monté. C'est ce que j'avais parié la semaine dernière, on va voir si ça s'est réalisé. Et puis on enchaînera et on terminera avec le plan de trading sur une nouvelle valeur. Voilà, ce sera tout le programme de ce 45e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour en terminer avec le portefeuille Dynamic Invest, je vous mets ici la courbe du portefeuille long terme. Sur la dernière année, les chiffres sont assez impressionnants puisque c'est plus 43% de plus-value sur les positions en cours, mais avec ce qu'on a encaissé et notamment les OPA, on est à plus 54. Et c'est l'intérêt justement de vous parler des OPA. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite avec le titre du jour sur les OPA qu'on a eu sur les pépites. Allez, c'est parti. Alors les OPA, qu'est-ce que c'est ? C'est les offres publiques d'achat. C'est une offre qui est faite par une société, par une institution, et sur une autre société et qui permet d'acheter la société qui doit être conquise de telle manière à ce qu'on puisse développer un groupe, enfin agrandir une société avec des nouvelles filiales. On a des sociétés en France que l'on connaît particulièrement qui sont spécialistes là-dedans. Je pense notamment à LVMH qui en achète régulièrement. Elles sont souvent amicales puisqu'il y a aussi des OPA hostiles qui sont beaucoup plus agressives et qui souvent font des mouvements intéressants en termes de prix. Alors quand c'est dans le private equity, c'est-à-dire dans le monde classique non boursier, moi j'ai envie de vous dire, vous y participerez jamais. Par contre, si vous faites partie, je dirais, d'une société que vous avez dans votre portefeuille qui est au sein de votre portefeuille boursier, eh bien vous allez avoir des conséquences très intéressantes si vous faites partie de ceux qui sont achetés. Si vous n'êtes pas acheté et que vous êtes l'acheteur, il y a d'autres conséquences sur le sujet. Alors à vrai dire, moi je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet, qu'on soit très clair, dans la partie débuter en bourse, qui expliquera tous les mécanismes des OPA et de comment ça fonctionne, notamment comment se termine une OPA qui réussit, ça s'appelle une OPR, une offre publique de retrait, mais l'idée aujourd'hui c'était plutôt de faire le point sur les OPA et de l'intérêt et graphiquement de voir comment une OPA se met en place et tout simplement de pas l'acheter après, parce que je vois des gens qui achètent après l'OPA, ça n'a strictement aucun intérêt.
Alors on a vécu dans l'indice des pépites, on a vécu un moment assez exceptionnel puisque sur moins d'un mois, on a eu 2 OPA sur la valeur Gram Car Carrier et une deuxième qui s'appelle donc OX2 et qui vient de subir une OPA amicale, visiblement amicale. Je pensais qu'elle serait hostile, mais visiblement elle est amicale. Donc j'ai envie de vous dire que le prix de cession qui était prévu est validé par le conseil d'administration. Si c'est 60 couronnes suédoises, vous êtes obligé d'aller vendre à ce niveau-là, même si vous espériez 70, 80, 100, écoutez, c'est fini, terminé, merci, au revoir, puisque en gros les gros actionnaires vont abonder à l'OPA et transmettre, je dirais, leur titre à l'acheteur. Il se trouve qu'en l'occurrence c'est un gros fonds d'investissement qui s'appelle EQT et qui est suédois, donc voilà, ça s'est géré entre Suédois dans cette affaire. Alors l'intérêt de faire une OPA quand on est l'acheteur, il y a plusieurs idées. C'est de faire une opération financière, d'acheter, je dirais, un de ses concurrents qui serait plus rentable, etc., pour étoffer, pour durcir, je dirais, agrandir et améliorer l'ensemble des paramètres financiers de l'entreprise acheteuse. Il y a aussi tuer un concurrent potentiel. Alors attention, on peut pas aller non plus trop loin. Après, vous êtes confronté à des lois antitrust qui empêchent qu'il y ait plus qu'un seul acteur sur un marché. Mais voilà, ça peut vous étoffer l'entreprise. Vous pouvez avoir aussi la recherche, et je pense notamment au secteur du conseil informatique. Vous pouvez aussi avoir envie de récupérer la masse des salariés qui composent la société parce que vous avez du mal à recruter. C'est ce qui se passe dans cet environnement-là, dans ce secteur-là. Alors il y a plein de motivations qui font qu'on est intéressé par ce qui se passe dans une autre entreprise. Il faut payer le prix fort, peut-être pas si fort que ça, parce que en l'occurrence, ce qui concerne OX2, moi je trouve qu'elle a été achetée peu cher, donc je pense que c'était une bonne affaire, mais visiblement il y avait peut-être en face aussi des gens qui voulaient sortir, qui voulaient encaisser des gains. Il faut savoir qu'une entreprise, quand elle est rentrée en bourse, généralement ça peut arriver que ce soit des gens qui veulent vendre leur société au plus offrant. Donc voilà, OX2 t'es rentré à peu près à 40 ou 50 couronnes suédoises, elle est vendue à 60, je dirais 2-3 ans plus tard. Voilà, je suis pas très content parce que moi je trouvais que cette société méritait d'aller beaucoup plus haut, mais c'est comme ça. Alors la question c'est, est-ce que nous en bourse, est-ce qu'il faut être je dirais, courir après les OPA? Et j'ai envie de vous dire, la réponse elle est très simple. Faut pas le faire. Faut pas le faire pour une simple et bonne raison, c'est que ça vous tombe dessus par hasard, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez avoir des actions qui montent longtemps et qui ensuite subissent une OPA, ou des actions qui baissent longtemps et subissent une OPA. Et à vrai dire, pendant ce temps-là, vous êtes soit en perte, soit en gain. Voilà. Et c'est plutôt le hasard qui vous permet de gagner. Et il se trouve que là, en faire 2 en moins d'un mois, c'est assez exceptionnel sur un lot de 18 valeurs. Hein. C'est quand même c'est ça qui est le plus impressionnant parce que des OPA, il y en a régulièrement un peu partout. Donc là, on a subi une en Suède et une en Norvège, mais on avait vécu d'autres OPA au sein de l'indice des pépites. On avait eu aussi en France, je pense à Biocorp notamment, qui a été racheté par Novo Nordisk. On en avait eu pas mal. Enfin, on en a assez régulièrement. On a toujours 3 ou 4 par an. Alors ça dépend des années, mais là ce sera peut-être un peu moins. Mais bon, on est rendu au mois de mai, on est déjà rendu à 2. On est parti pour en faire quelques autres. Pourquoi l'indice des pépites a beaucoup d'OPA en termes de proportion? Parce que déjà, nous sommes face à des sociétés de qualité, des sociétés qui sont très appréciées et qui sont pas lorgnées uniquement par les petits traders du dimanche que nous sommes, mais par les grands industriels qui voient aussi la qualité de ces sociétés, alors au niveau aussi parfois technologique, on cherche à racheter une technologie parfois, ou des brevets qui sont au sein de la société. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on achète une société, mais le jour où ça arrive, c'est trop tard, vous l'avez dans votre portefeuille, c'est gagné. Qu'est-ce qui se passe techniquement? On va aller voir un graphe ou deux, vous allez voir très rapidement comment ça se passe. Vous allez avoir un décalage avec ce qu'on appelle un gap, un grand gap. Alors je vous prépare aussi une vidéo sur les gaps et je vous expliquerai tous les gaps et notamment ce gap-là. Ce gap, c'est un trou de cotation entre le prix qu'il y avait la veille et l'annonce qui est faite hors séance, et le lendemain matin, on décale au prix de l'OPA, ce qui fait que vous pouvez pas la choper en pleine nuit, ça n'existe pas. C'est un peu comme les stop loss, ça vous garantit rien en cas de trou de cotation. Voilà, le trou de cotation est positif et vous pouvez pas le choper si vous étiez pas dedans. Ça c'est très clair. Les rumeurs d'OPA, je vous le dis tout de suite, il faut faire très attention, c'est du n'importe quoi. On vous dit toujours celle qu'on a réussi à trouver, le mec il va vous dire « Ah, vous avez vu, je vous l'avais dit !» Ouais, je vous l'avais dit, mais sauf qu'il en a 10 qui n'ont pas eu lieu, quoi. Je pense à MGI Digital. C'est fatigant, ça fait 10 ans que ça dure, qu'on dit qu'on va la racheter et puis elle n'est jamais rachetée. Voilà, donc mais j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines sur cette chaîne, sur ce dossier-là. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire le moment où vous avez l'OPA qui est affiché sur votre graphique? Bah, tout simplement, faut vendre, parce que je vais vous faire voir le graphique d'une OPA. Vous allez comprendre très rapidement ce qui se passe. Il y a strictement plus rien à obtenir. On va aller voir Gramcar, et puis on va aller faire aussi OX2, puisque c'est les deux qu'on a faites depuis peu de temps. Alors même si OX2 il y a que quelques jours, vous allez voir que ça ne bougera plus, et ça s'écrit très facilement dans un graphique. Je vais vous laisser voir ça tout de suite. Alors voici le graphe de Gramcar Carrière. Donc on est rentré dans les pépites, elle est rentrée ici à 184. Hein. Alors je vous fais voir pourquoi. Hein. Regardez, ça avait cassé ici, donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Mais ça faisait longtemps que je la surveillais. Hein. Je la surveillais depuis qu'elle était ici, et il se passe une accélération qui m'intéresse, et il se trouve que ça se termine avec une OPA qui se trouve au niveau de 266. On avait acheté 184, on prend 45% en ligne droite. Mais regardez bien le jour, on va agrandir. C'est ici que ça m'intéresse. C'est ça qui se passe. On était à 212 la veille, sans spécialement de volume, et le lendemain, énorme volume avec un gros écart. Ça, c'est une OPA, et j'ai envie de vous dire, tout va bien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça retombait un peu plus bas? C'est simplement, il y a eu un dividende de distribué, donc on va dire, vous êtes bien au même niveau ici que ici, c'est la même chose, voilà, donc tout simplement, il n'y a plus rien à obtenir, et vous voyez que le dossier ne bouge plus, et il gigote très très peu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ordres d'achat gigantesques qui sont posés par l'acheteur, et qui est en train de récupérer tout le papier, ce qu'on appelle le papier, en gros tous les titres que vous lui vendez, et qui va, s'il atteint un certain niveau, pouvoir retirer l'action de la cote là où il est coté. Donc là, en l'occurrence, c'est Stockholm. On va aller voir vite fait, vous allez voir que c'est exactement la même chose sur le dossier OX2, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Voilà, donc OX2, c'est justement l'inverse, hein, c'est un dossier qui baissait, hein, où on avait été acheteur autour de 70, c'était ici, voilà, donc on a vendu un peu plus bas. Bon voilà, c'est comme ça, c'est triste, mais moi je pense qu'elle vaut beaucoup plus cher, mais bon, c'est comme ça. Et à vrai dire, ce qui s'est passé, le moment où, c'est pour ça qu'il faut trader, hein, ces valeurs, hein, tout simplement, moi j'étais acheteur ici, donc voilà, j'ai profité de tout ça, mais on a eu un écart assez important, on va le mesurer tout de suite. Voilà, entre la veille et, j'agrandis, hop, entre la veille et le lendemain, on a eu un écart entre le prix de la dernière cotation avant clôture du vendredi 10 et le lundi 13, on a eu 42,8% d'écart de cotation. Alors c'est 60 qui est prévu, c'est tombé à 58,63, et voilà. Alors le petit coquin qui rachète, on va dire, c'est des très gros connaisseurs du marché, et ils ont mis un prix un peu plus bas, et il se trouve que tout le monde leur vend à ce prix-là, donc ils sont en train de gratouiller 3-4% sur une bonne quantité de gens. Bon voilà, c'est le jeu, hein. Soit vous attendez très longtemps, mais moi généralement je sors quand je sais que c'est pas hostile, parce que si c'est amical, on va dire, tout le monde va abonder. Regardez bien ce qui s'est passé aujourd'hui, ce vendredi, un énorme, gigantesque volume de 30 millions d'unités qui s'est fait un prix un petit peu inférieur. En gros, hein, UQT est en train de faire un peu la braderie par rapport au prix prévu qui est 60. Alors 60, ce sera avec les gros blocs qui seront vendus, notamment les fonds qui attendront ça. Nous en petit particulier, il vaut mieux encaisser tout de suite la chose. Voilà pour l'explication technique. Donc quand vous voyez que ça latéralise, c'est fini, terminé, puis vous allez voir les news, puis vous allez voir qu'il y avait bien une OPA. Il peut y avoir des opérations hostiles, c'est arrivé sur une société, je me rappelle plus laquelle en France, que je me dise pas de bêtises. Bon, je dirais une bêtise, mais je sais que c'était entre Veolia et Suez, je crois, je me rappelle plus, je crois que c'est là, où ça avait fait vraiment un run boursier derrière, mais il faut voir qu'il y a une vraie agressivité, et il se trouve sur ce dossier-là, il y avait beaucoup d'agressivité, et c'était une OPA hostile. Donc quand c'est hostile, ça a tendance à faire monter les enchères. Les gens qui possèdent la boîte ne veulent pas vendre au prix qui est proposé, et du coup l'OPA, faut qu'elle soit réévaluée, puis parfois il y a un petit troisième qui vient s'intégrer, et c'est la bataille. Donc ça peut arriver, une bataille boursière, mais c'est quand même assez peu fréquent. Globalement, les OPA sont globalement validées au prix. Elles peuvent échouer. Elles peuvent échouer, et vous vous retrouvez dans une situation, je pense notamment à un tout petit dossier qui s'appelle Mint, qui avait essayé de subir une OPA, et puis finalement l'opérateur, il était un peu véreux, c'était un peu bizarre. Et finalement, il n'a pas obtenu le quantium pour tout obtenir de la société, je vais vous le dire après. Et la société s'est mise à replonger, il a revendu les actions parce qu'il arrivait pas à tout prendre, ou alors il a voulu faire une opération financière. Alors, moi j'ai profité, je me rappelle très bien, j'étais en place, j'avais profité de ce dossier-là, ça avait fait un gros décalage, je crois que j'avais fait un x2 dans l'histoire, mais ce qui s'est passé juste après, c'est que j'ai vendu, et elle est retombée, donc comme quoi il vaut mieux vendre, parce que soit vous restez à zéro et vous attendez qu'on exécute l'OPA, soit vous faites avoir. Dans l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous ratez une OPA hostile, c'est pas bien grave. Globalement, il faut encaisser, quoi.
Faut juste encaisser puis s'en aller. Alors j'ai vu que j'ai quelqu'un qui m'avait fait la réflexion dans les commentaires qui me dit oui on nous dépece de ce qu'on avait. Bah ouais, c'est les règles. Il faut savoir que tu es obligé de vendre à partir du moment où il y a une OPR. Et l'OPR, donc l'OPR est réussi s'il y a un déclenchement d'OPR. Et l'OPR, c'est 90% des titres sont acquis par l'agresseur ou par celui qui achète l'entreprise de manière amicale. Donc c'est pour ça que quand le conseil d'administration a dit OK, on y va, comme il possède parfois 50, 60, 70%, peut-être même beaucoup plus des actions qui sont disponibles, bah déjà le bloc qui est vendu représente quasiment la totalité des actions. Il n'y a plus qu'à récupérer quelques actions au fur et à mesure du temps sur le marché et les 90% sont atteints assez rapidement. Ça c'est la première option et l'OPR est déclenché et là vous êtes obligé d'abonder, c'est-à-dire qu'on va vous les enlever carrément de votre compte titre de manière obligatoire. L'OPR, vous pouvez pas vous y opposer. De telle manière à ce que la société soit vendue à 100% à l'acheteur. Enfin, ne croyez pas que Robert Jambon va garder ses 12 actions de je sais pas quel titre parce que il s'appelle Robert Jambon et qu'il a une tête de cochon. Non, ça me paraît Robert Jambon le cochon. Donc à vrai dire, vendez quoi. Enfin voilà. Et puis si vous avez ce comportement-là, et la personne qui avait dit ça, je vais te le dire juste un truc. T'es amoureux d'une entreprise. Mais comment on peut être amoureux d'une entreprise, quoi? Enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, t'as gagné, point, elle est vendue, terminé. T'as gagné de l'argent et tu t'en vas. C'est comme ça la bourse. Il faut accepter les règles. Sinon, allez faire autre chose. Parce que si vous acceptez pas les règles de fonctionnement, faites autre chose. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe sur les OPA. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite partie sur les OPA. J'espère que ça vous a servi et que si un jour vous avez la chance d'en avoir une, moi j'en ai régulièrement. J'en suis à la 3e en 4-5 mois. J'avais fait EQS en Allemagne, 70% d'écart, je crois, en 6 séances entre le moment où j'achète et le moment où il y a une OPA. Donc ça peut arriver, vous ayez un coup de peau. Mais voilà, ça arrive régulièrement. Moi, je suis assez content d'en vivre assez souvent. Ouais, je vous dis 4-5 par an, assez régulièrement. C'est ce qui m'arrive et avec vraiment des gros écarts. C'est très intéressant de voir des écarts pareils. Et puis voilà, faut pas courir après tout simplement, faut juste laisser faire et puis un jour vous aurez l'opportunité. C'est les gens qui cherchent des valeurs d'exception qui se retrouvent à avoir des sociétés qui soient OPables et acheter très cher. Voilà, je vous le dis juste comme ça pour ceux qui croient qu'ils vont tirer le gros lot en achetant des saloperies qui s'effondrent toutes. On fera bientôt un point sur les merdes de Ricardo notamment qui sont toujours aussi catastrophiques. Rassurez-vous sur le sujet, ça baisse toujours et celle-ci, personne n'est intéressé comme par hasard. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, ainsi que de liker ou de mettre tout simplement un commentaire pour dire que vous appréciez le contenu que j'ai donné dans cette partie de vidéo. Et maintenant, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec la deuxième partie, la partie classique. Et on va attaquer avec la macroéconomie et notamment l'inflation qui est le sujet de la semaine. On va voir que c'est pas si catastrophique que ça, mais en tout cas, on va tirer quelques enseignements et on parlera un petit peu de Chine. Allez, c'est parti pour la macro. Allez, c'est parti pour cette semaine qui sera orientée vers l'inflation. Allez, on va faire un petit point sur l'ensemble des inflations, que ce soit européennes ou américaines. Et on a mardi, alors on a dit qu'il n'y avait rien de spécial, mais on a l'inflation allemande qui s'est révélée être écouille par rapport à ce qui était prévu, 0,5% sur le mois d'avril, un tout petit peu plus haut que le mois de précédent. Donc à vrai dire, on est sur une stabilisation de l'inflation de manière générale, qu'on soit très clair. Ça fait très longtemps que je le dis. On est sur les niveaux de 3%. Et c'est ce qui semble se mettre en place un peu partout. On a reçu aussi des statistiques dans la même journée sur les prix à la production, ça s'appelle l'IPP, qui est la différence de l'IPC, et qui remonte assez fort sur les États-Unis. Alors je suis assez surpris, j'ai pas trop d'explications pourquoi, mais on avait fait un petit pas vers je dirais la négativité la fois précédente. On avait prévu un 0,3, c'est plus 0,5, donc ça a remonté un petit peu. Ça n'a pas fait réagir les marchés qui auraient dû réagir plutôt négativement. Voilà, j'ai pas de. Alors ça peut m'arriver quand même de pas avoir de réponse. Pourquoi le pétrole a baissé, je vois pas trop où est le problème. Mais bon, on va considérer que c'est un chiffre alors un chiffre sur un mois, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt une tendance qui est importante dans ces cas-là. Et j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on va pas tirer de conclusion sur la production américaine, mais bon, une remontée du coût de l'inflation, du coût de la production, des prix de la production. C'est mercredi qu'on a eu le gros de la semaine macroéconomique avec l'inflation française qui remonte un petit peu. Alors, elle est tombée assez faiblement le mois précédent, là, elle a tendance à repartir un petit peu. Mais on voit que la partie corps, c'est quoi? C'est la partie structurelle. On enlève l'énergie, l'alimentation et on obtient la partie corps.
et on a une baisse encore une fois aux États-Unis. Pardon, c'était pas la France là, hein, c'est les États-Unis. On voit le petit drapeau ici, de l'inflation américaine, l'inflation donc corps, l'inflation structurelle, qui est encore en diminution, et donc c'est plutôt le critère important, je dirais, des marchés, pour les marchés, parce que ça, c'est ce qui est structurel dans l'inflation. On enchaîne ensuite avec alors on va sauter vite fait les ventes au détail, on va aller voir l'inflation américaine ici, parce que c'était le même moment. Donc la partie corps est baissée, et puis ici la partie totale baisse un petit peu, mais on reste autour de 3,4, un petit peu au-dessus des 3, ils veulent 2, mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent, ils obtiendront pas. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on maintient les taux d'intérêt, un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une grande inflation, hein, 3%, c'est pas non plus une catastrophe. Alors ça change les choses par rapport à une inflation à 2 ou à 1, mais c'est pas non plus une grande catastrophe. Et on a finalement une inflation qui est en train de se stabiliser, tout simplement, qui aura du mal à baisser à mon avis, sauf si l'IPC Core continue à diminuer. Il faudrait qu'il baisse encore un peu plus pour pouvoir constater les choses, et j'ai des éléments qui me font dire que c'est pas impossible qu'on descende un petit peu. C'est quoi? Notamment la vente au détail. Regardez bien, on avait fait un plus 0,9 la fois précédente, on prévoyait une forte baisse et on l'a bien obtenu. La vente au détail, c'est la consommation américaine, hein, tout simplement. Et on a un autre chiffre ici, vente au détail mensuel. Alors il faudrait que j'aille vérifier pourquoi la vente au détail principale par rapport à vente au détail tout court. Il doit y avoir une notion différente, il faudrait que j'aille voir un jour pour que je compare les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici ce chiffre de vente au détail, il est très inférieur. Regardez, 0,6 anciennement, prévu 0,4, et on tombe à 0. Donc il y a plus d'inflation, il y a plus de vente au détail, il n'y a plus d'augmentation de vente au détail, tout simplement. Voilà, c'était pour la partie, je dirais, de mercredi, qui a fait que les marchés sont partis à la hausse, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est plutôt des chiffres, c'est plutôt une impression que, voilà, le ralentissement économique, il arrive, quoi, tout simplement. Et il est vraiment concret. On n'est pas une chaîne négativiste ici, hein. On est une chaîne qui essaye d'être concrète, et c'est pas toujours facile, hein. Mais on a quand même des indicateurs. Tous les indicateurs disent quand même le ralentissement économique est en train de se mettre en place sur les États-Unis, et avec plutôt l'Europe qui est en train de repartir, parce qu'on a eu vendredi les chiffres du PIB anglais notamment qui ont été un peu meilleurs que prévu, et qui sont partis dans le positif, c'est-à-dire que la récession en Angleterre est terminée. En tout cas, on l'espère qu'elle le soit. Allez, on termine avec jeudi. Jeudi, on a eu le PIB du Japon qui s'est avéré négatif encore une fois. C'est peut-être pour ça que faut faire attention au Japon par rapport à sa hausse de taux qu'ils ont faite. C'était vraiment, c'était vraiment un événement exceptionnel, mais le Japon va pas très bien, et le PIB qui baisse un petit peu, puis sa relation avec la Chine fait que, évidemment, même s'ils s'aiment pas, hein, mais ils sont quand même en proximité. Ça explique peut-être que le Japon est en difficulté. Voilà, mais on n'aura jamais des grands chiffres au Japon, que l'on soit très clair. Puis il y a eu une bonne période, hein, il y a eu une bonne période, je dirais, au niveau japonaise. Donc voilà, une petite pause n'est pas interdite. On voit que quand même l'activité mondiale globalement est en train de ralentir, hein. Ceux qui tiraient vers le haut sont un petit peu plus à la peine. Et puis on a les chiffres habituels du chômage américain. Alors là, on va commencer à les scruter un peu plus, puisque ça remonte un peu, c'est un peu plus haut qu'on a connu. Voilà, on a eu 230 000 la fois d'avant, là on fait 222 000. Bon, voilà, c'est un petit peu plus. C'est dans la tranche haute d'un range assez faible. Donc il n'y a pas encore de chômage, mais on est un peu plus haut que d'habitude. Bon, si ça reste à ce niveau-là, ça voudra dire qu'on aura un petit ralentissement économique sans grandes conséquences. Le chômage, c'est quand même très important aux États-Unis, hein, parce que comme il y a du crédit de manière assez importante, vous devinez bien qu'un chômeur qui a des crédits en cours, ça fait mal. Mais on pourrait revenir sur les potentialités de crise bancaire qui existent aux États-Unis, mais elles ne sont pas dues vraiment pour l'instant à la consommation et au chômage, elles sont dues plutôt à l'idée de la dévalorisation des actifs immobiliers. Et puis on a un indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, hein, puisque je rappelle que les Fed sont régionales, hein, il y en a plusieurs, hein, la Fed, quand on parle de la Fed, c'est l'ensemble des banques des Fed, et celle de Philadelphie a sorti une statistique qui est assez baissière sur le manufacturier, donc on y fera attention. Voilà, puis on termine avec ce vendredi, avec l'inflation européenne qui vient de tomber, et les QE, donc pas de surprise. Alors on l'attendait, parce qu'à vrai dire, vous avez les chiffres précédents qui vous disaient c'est QE, il n'y aura pas de mouvement baissier. Ce qui veut quand même dire que le pétrole baissant, il n'influence pas. Ça veut dire que il y a des éléments
qui font que ça veut plus baisser. À vrai dire, il faut vraiment une déflation. Et c'est sur ça que je vais en terminer, parce qu'une déflation, enfin une désinflation forte là, parce qu'on est à un niveau assez faible, donc il faut aller tirer vers le bas, donc il faut aller vers un truc qui se met peut-être en place. C'est quoi? Ce qui fait que, quand je dis on est à un socle, ça n'ira pas plus bas, il peut y avoir des mouvements, qu'on soit très clair. Il peut y avoir des mouvements sur 6 mois, sur une petite année, etc. Mais globalement, on y est, et puis on va pas en bouger beaucoup, sauf un élément vraiment important. Il y en a un qui est important. Moi, ça fait des semaines, des mois, je vais pas dire des années parce que c'est pas vrai, mais ça fait des mois et des mois, je vous dis, la Chine, ça va pas. Et la Chine, ça va toujours pas. C'est pas parce que ça rebondit sur le Hang Seng là-bas que ça va mieux, qu'il y a des chiffres qui sortent en Chine qui sont un peu rassurants. Je maintiens qu'il y a une déflation. Je maintiens que la Chine est en train de s'effondrer. Je maintiens que la Chine est en train de faire ce qu'il faut. Ils sont quand même pas bêtes non plus, ils font des choses. Et ils sont en train de dumper. Ils sont en train de dumper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont fait pour grandir et devenir le géant qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont vendu à perte. Et il y a eu des IPP, donc de l'inflation sur la production chinoise, qui avait été fortement déflationniste. À vrai dire, ils sont en train de casser les prix de ce qu'ils fabriquent pour pouvoir les exporter. C'est ce qu'ils ont exactement fait dans les années 80, 90, même 2000, pour pouvoir grandir et devenir ce qu'ils sont devenus. Ça revient. Ça revient, et j'ai vu des trucs passer sur Twitter. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu, j'ai retweeté un truc, c'était pas plus tard qu'aujourd'hui, ce vendredi. Et je continue à penser que la Chine va très mal. Et je maintiens ce que je dis. Il y a une émission qu'on a fait sur Pépitor, là, que vous pouvez voir aussi ce week-end, on l'a fait en 2 fois. 3 émissions dans le week-end avec moi, ça va être chaud. Mais tous les éléments chinois sont toujours corroborés vers cette idée qu'il y a une déflation qui va être exportée de la Chine vers les autres pays, qui va faire baisser les prix des produits qu'ils vendent, et qui fait que on peut avoir encore une diminution de l'inflation, une baisse de l'inflation, une désinflation, une déflation ponctuelle par moment, qui fait que, voilà, on revient toujours à la même chose. Les taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? La réponse, c'est les oui. Est-ce qu'ils vont monter? La réponse, c'est non, c'est fini. Ça ne montera plus, en tout cas, dans la période actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un ralentissement économique. Ralentissement, pas du tout une crise ou je ne sais quoi. Sur les États-Unis, ça y est, ça pose un socle. Je maintiens mon pari sur l'idée qu'on va avoir le trimestre 3 aux US qui sera en négatif. S'il l'est pas, c'est parce qu'ils auront trafiqué les chiffres, entre nous. Mais voilà, en macroéconomie, on est vraiment à un virage depuis les chiffres du 3 mai, à vrai dire, où j'avais fait un tweet sur là on était c'était anguleux, etc., qui peut faire sortir des bébés du placard. Les bébés du placard, je maintiens toujours, c'est l'immobilier américain qui me semble gênant, ce qui n'empêche pas d'être nous, comme j'avais fait dans l'hebdo de la semaine dernière, j'avais fait une explication sur pourquoi l'immobilier en Europe m'intéressait, et surtout en France. Donc globalement, on est à un point angulaire où le marché, lui, dit non, tout va bien, on baisse les taux, je suis super content, je revalorise les actions, donc les actions montent, etc. Plutôt les small que les grosses valeurs. Les grosses valeurs, ça commence à se calmer parce qu'on arrive à des points techniques importants, donc ça va peut-être se calmer. On va voir dans les indices, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, mais faut faire attention, et ce marché peut lentement dériver, sans plus non plus monter, et dériver, attendre son heure pour peut-être des mauvaises nouvelles qu'il pricera vers le bas, ou finalement des pas mauvaises nouvelles qui font que ça repartira. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai envie de vous dire, faut naviguer à vue, faut faire attention à des signaux, à des points techniques importants, et puis il faut faire attention à des points macroéconomiques à certains moments, avec la réaction du marché qu'il y a derrière. Et on va essayer de voir si ce marché a réagi, et vous allez voir qu'il n'a pas vraiment réagi, mais par contre techniquement, on est à des niveaux où ça demande de réflexion quand même sur certains sujets, de faire attention à son portefeuille. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie qui suit, ce sont les indices. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour nos indices avec l'habituel CAC 40, et on va voir qu'on va changer un peu notre fusil d'épaule sur le CAC 40, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a, j'agrandis un petit peu, sur le mensuel, qu'est-ce qu'on voit? Je vous avais dit qu'on était en haut, que ça pouvait se faire refouler, c'est encore le cas, mais on se retrouve dans un mois un peu particulier sur le CAC 40, puisqu'il y a la distribution de dividendes, et à vrai dire, ce qu'il va falloir regarder pendant quelques semaines, c'est le CAC 40 GR, c'est celui qui intègre et qui conserve les dividendes dans le CAC 40, ce qui fait qu'il a une tête beaucoup plus proche de ce que le DAX est, et on va le voir tout de suite, parce qu'à vrai dire, vous allez voir, et on va les voir en hebdomadaire directement, et là vous allez voir qu'il y a de l'expression dans ce qui se passe, et c'est ce qui me fait qui me fait dire qu'on est peut-être à un moment intéressant de faire attention à son portefeuille.
Alors je vous le mets sur longue période pour que vous perceviez bien la chose et on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe depuis quelques semaines. On a une oblique ici qui est intéressante et qui a été tapée ici et de manière assez régulière. On a fait des plus hauts historiques, mais regardez bien, j'agrandis. On a tapé dessus et on est en train de se faire renvoyer. Alors je vais vous faire voir en journalier sur le CAC 40 GR, donc avec des dividendes réinvestis. Vous allez voir que malgré les dividendes distribués, il y a quand même un mouvement qui me paraît un peu gênant. Voilà le mouvement un peu gênant. Donc on a franchement en journalier c'est parfait. Hein. Vous avez vu, hein, ça a travaillé là, ça a marqué clairement, ça fait une correction qui était ce qui valait. Hein, on est autour de 25 000 points, mais on était autour de 25 000, on est descendu on a perdu 1000 points, donc c'est pas énorme en pourcentage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici on est peut-être en train de dire je vais retourner ici, voire retourner un peu plus bas et nous calmer entre guillemets dans le mouvement haussier un peu parabolique, un peu trop fort qu'il y a actuellement, et puis on a une partie, malgré tout, le sell in and go away est possible. J'y crois pas trop, mais c'est pas impossible qu'il ait lieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en journalier, on vient d'avoir la stat sur l'inflation qui est plutôt neutre, et ce qui veut dire que ça va pas faire rebondir. Ça, c'est la première chose. Donc, on va être ballotté selon la technicité du marché. La technicité a envie de dire, bon, allez, on corrige, on va aller voir un peu plus bas. Pourquoi pas s'arrêter là et repartir, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont des dossiers qui sont assez hauts, qui ont des bougies de retournement, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions sur le sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aller voir les autres indices. Vous allez voir que c'est pareil, peut-être intéressant de commencer à se poser les bonnes questions. Et on regarde quoi? On regarde le DAX. Le DAX, il est un petit peu dans le même move, un peu dans le même esprit. Est-ce qu'il va aller chercher la hausse? C'est possible, hein, qu'on soit clair. Il n'y a pas du tout de mouvement de retournement, hein, que ce soit très clair. C'est simplement que depuis 2 jours, méfiance. J'ai fait une vidéo sur l'idée qu'il fallait faire attention aux sorcières. Hein. Vous irez voir dans la chaîne, il y a une vidéo sur les sorcières, sur les 4 sorcières. Mais là, on va voir les 3 sorcières aujourd'hui. Ouais, il faut faire attention, hein. C'est une période où on peut avoir des retournements de marché, ça peut arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aller chercher ici, c'est possible. Il n'y a plus beaucoup de potentiel, entre guillemets, et d'aller chercher en bas, c'est aussi assez possible. On verra bien, selon les mouvements. Mais bon, voilà, il n'est pas bête de dire aujourd'hui que le mouvement qui se passe depuis 2 jours est assez important, enfin assez à considérer. On va la regarder en daily très rapidement, le DAX. Et voilà, donc la bougie qui m'a pas plu, c'est celle-ci. Alors je sais que c'est pas un avalement, etc. Mais ceci étant dit, c'est quand même assez gênant. On a un rebond sur le niveau de ici, suite à l'inflation qui vient de sortir. Bon, on verra bien si j'ai tort, j'ai raison. Petite méfiance, toute petite, hein, faut pas non plus exagérer, mais il n'est pas interdit d'encaisser quelques gains aussi sur votre portefeuille, ça c'est pas négligeable. Allez, on enchaîne avec les indices américains, on va aller voir ce qu'ils donnent. On est le matin, donc ils n'ont pas réouvert pour ce vendredi, mais on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur ces marchés. Alors, je suis en hebdomadaire et j'ai quoi? J'ai aussi ce petit souci sur le Dow Jones, et là, ça commence à devenir beaucoup de dossiers, d'indices commencent à dire la même chose. On tape dans une borne technique importante, on l'a ici, on la voit bien, je vais agrandir, hop. Vous voyez, on l'a ici, on avait tapé une fois dedans, on a été refoulé une première fois, et on est en train de revenir dessus. Méfiance. Il faut du gaz pour passer au-dessus, et peut-être qu'on va peut-être vendre la nouvelle de l'inflation, de ceci, de cela, et ce sera un bon prétexte pour aller rechercher un peu plus bas, pour reprendre de la force un peu plus bas. Ah, et 40 000, est-ce qu'on l'a touché? Oui, on l'a touché, 40 000. Hop, j'agrandis. On a touché 40 000, je vous disais la semaine dernière, on devrait le toucher. On l'a touché, et c'est pas interdit de se faire refouler. C'est un comportement assez classique, à vrai dire. 40 000, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que, bon, voilà, ça permet à des gens de justifier des mouvements techniques, et ils le font. Et comme il y a un effet moutonnier, tout le monde le fait. On ajoute à ça l'idée dans le daily, hein, parce que je passe en daily sur le Dow Jones, je le fais pas souvent, mais là, voilà. On va au-dessus, on fait un plus haut historique, on tape le 40 000 et on se fait renvoyer. Et ça, c'est une bougie qu'on appelle un marteau, et ça, faut faire attention à ça. Ça peut nous renvoyer très bas. Et vous voyez que l'échelle est montée haute. Il faut pas se casser la figure. Donc on verra bien. Mais voilà, je suis plutôt modéré actuellement sur les marchés par rapport à la suite qu'il va y avoir à donner dans les jours qui viennent. On verra bien la semaine prochaine si ça se confirme. Mais méfiance à cette bougie. Juste un jour de 3 sorcières, c'est quelque chose qui m'interpelle quand même. Allez, on va aller voir le Nasdaq, ce qu'il a donné lui aussi. Alors quand on regarde le Nasdaq comme ça, on se dit bon... Ça, Richard, ça a refait un plus haut historique, qu'est-ce que tu nous enquiquines avec ton machin, tout va bien, ça monte fort, etc. Ça peut monter ici, ça peut monter plus haut, ouais, ça peut monter plus haut. On va aller voir en daily, vous allez voir. Et bim, en daily, qu'est-ce qu'on a? Exactement la même bougie que le Dow Jones. Alors, c'est pas du tout les mêmes actions. Ça,
Franchement, hein, je vous le dis comme ça, on en reparlera, hein, mais 18 557, on verra plus tard, mais moi je vois bien corriger. Alors peut-être revenir sur cette oblique qui viendrait un support, on va la mettre en vert. Voilà, donc on verra bien ce qu'elle donne dans le futur, mais voilà, respirer, c'est pas interdit de respirer, on vient de monter quasiment en ligne droite. Alors je sais que c'était un peu Blue Big Bullga ici, mais là on vient de faire une accélération assez impressionnante, on est passé de 17 000 à 18 550, c'est-à-dire à peu près 10% en ligne droite, et ça marche pas tout le temps comme ça, à faire des plus 30, plus 40 en ligne droite, hein, c'est très rare ça. Hein. Donc voilà, moi je vous dis, là pour l'instant c'est allègement de position, puis on verra bien un petit peu dans le futur où est-ce que ça redescend. Voilà, c'est pour moi tactique, hein, c'est pas du tout fondamental, mais vendre les nouvelles sont plutôt positives pour les marchés, c'est pas interdit, et puis le pricer un petit peu la peur d'une récession économique, voilà, ça serait pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec les indices, hein, donc vous voyez, hein, ça corrobore un petit peu, faire attention, on est dans un mouvement un peu plus douteux. Et c'est tout l'intérêt de faire ces émissions-là, c'est d'agir, réagir par rapport à des événements, puis de vous éduquer. J'espère que vous appréciez ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne de telle manière à ce que vous puissiez avoir la notification des futures vidéos que je transmettrai. Rajoutez la cloche, ça sera d'autant plus efficace. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien après le disclaimer et la biblio sur la partie qui vous intéresse peut-être le plus, c'est la partie des valeurs à étudier. Il y en a eu pas mal cette semaine qui sont assez intéressantes et on va faire le tour de ces valeurs immédiatement après le disclaimer. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je rappelle que nous faisons que des valeurs PEables dans cette émission. Et je demande aussi tout simplement le prénom pour que je puisse commencer comme ça. Julien m'a demandé la valeur Melexis et on va étudier ça tout de suite. Voilà, Melexis c'est une mise à jour, hein, et puis je vais faire aussi une mise au point sur un sujet, c'est qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo et qui demandent des trucs comme si j'étais un jukebox. Voilà, donc pas de prénom ou des valeurs qui ont été dites il y a très peu de temps ou que j'ai étudié il y a peu de temps ou qui étaient dans les pépites ou enfin voilà. Donc voilà, je suis désolé, mais à un moment donné, je répondrai plus à ces gens-là parce que j'ai beaucoup d'énergie à consacrer aux gens qui s'intéressent à ce que je fais et beaucoup moins à ceux qui passent et qui prennent ce service comme étant un jukebox. Voilà, allez, on enchaîne avec donc Melexis qui a des dividendes un petit peu. Bon, faut pas non plus exagérer, c'est pas extraordinaire. Sur longue période, vous irez voir la vidéo sur les dividendes qui explique ce que je viens de faire. Voilà, et on va reprendre sans les dividendes, puisque c'est comme ça qu'on analyse. Donc, long couloir haussier sur très longue période concernant Melexis. On va aller voir en hebdomadaire, il y a des choses plus intéressantes. Je rappelle, c'est une mise à jour, donc mise à jour égale, on va modifier ce que l'on avait fait et si on avait eu des options intéressantes. Donc on retrouve notre couloir haussier, on avait des choses qui avaient été écrites dans le graphe, donc je pense qu'on était, donc il y a un certain temps déjà, on devait être au-dessus ici, et j'avais tracé une oblique pointillée qui pouvait faire office de. Il se trouve qu'elle a été assez pertinente dans le futur, puisque, alors, elle a été cassée, on a été assez bas, hein, on est passé elle était à niveau 86, on est passé jusqu'à 67, on est remonté, et regardez bien, elle a tapé en pullback. Un pullback très très éloigné, hein, compliqué, mais qui fait que cette oblique, maintenant c'est plus des pointillés, on va la mettre en continu. Et en rouge, voilà, donc, alors c'est pas au point près, mais c'est quand même assez révélateur, et on est reparti à la baisse, donc Melexis, j'ai envie de te dire que graphiquement, là, ça me gêne un peu, si ce n'est que j'ai une grosse accélération avec gros volume ici, donc c'est peut-être intéressant. Alors on avait aussi, dans cette analyse, on avait eu une zone de support qui était intéressante. Elle a fait office ici. Tu vois, j'agrandis, hop, regarde, il y a des mèches. Ça essaye d'acheter, ça essaie de rebondir, et bam, ça repart plus bas. Donc
On avait vendu ici pour des bonnes raisons, et ici on pensait que c'était une zone d'achat, et puis finalement ça a été plus bas, ça a fait sortir pas mal de monde. Et ça a retravaillé ici, hein, donc tu vois, c'était pas une zone si bête que ça, mais on va la supprimer parce qu'elle est maintenant un peu au milieu de n'importe quoi, on va la supprimer. Voilà, puis j'en ai profité pour regarder un peu les fondamentaux, comme ça je me suis fait un avis bien éclairé sur le sujet. L'idée quand même globalement sur Melexis, c'est que c'est assez violent, on a le rebond, il a été justifié par des chiffres intéressants. Alors ça reste c'est une belle entreprise, hein, qu'on soit très clair, hein. Très belle entreprise, il n'y a rien à dire, hein. C'est plutôt un choix judicieux par rapport à d'autres cochonneries, mais c'est au prix, quoi. Et c'est pas très cher, ça mériterait d'être plus haut, mais ça veut pas y aller et le marché n'a pas envie. Et pour l'instant, j'ai envie de te dire, il faut constater qu'il a pas envie, il faut faire avec. On va essayer de retracer des petites choses pour que ça te donne des indications techniques, mais j'ai envie de te dire, tant que le marché il a pas envie, il fait sa tête de cochon et il fera rien du tout. Allez, je vais te retracer ça, je vais te faire voir deux, trois petites choses qui me paraissent sympas. Déjà, ici, il y a un support intéressant, je vais te le marquer tout de suite. Voilà, je te l'ai mis ici avec une perception un peu plus éloignée ici. Donc c'est une parallèle de ce grand couloir qui me paraît judicieux de suivre. Tu vois, ici, pareil, tu vois, c'est très intéressant. Donc t'as pas mal de choses. Donc ça, c'est la première chose qui va changer dans ce graphique. La deuxième, c'est que je dois avoir une oblique ici. On va la tracer tout de suite. Bam, voilà, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. En tout cas, c'est en train de le bosser. Donc si tu as une accélération dessus, ce qui est possible, hein, parce que vu le volume qui a été fait ici, ça va vouloir revaloriser. Ça reste un dossier pas cher. Donc tu vois, un dossier pas cher veut dire il a de la potentialité. Potentialité qui me paraît pas très exprimée et où le marché a pas trop envie. Mais j'ai peut-être tort. Hein, et d'aller chercher un peu plus haut pour faire du trading. De l'investissement sur Melexis, j'ai un peu de mal. Voilà, désolé pour ça, mais sur l'investissement, je suis un peu plus modéré. Mais bon, voilà, c'est vraiment une belle entreprise qui gagne plein de sous-sous. Mais quand elle gagne plein de fric, il y a des gens qui étaient au courant avant toi, hein, qui gagnaient plein d'argent. Hein, ça fait un bout de temps que ça dure. Hein, faut que tu te comprennes ça. C'est 80 balles, c'est peut-être le bon prix. Alors 90, 100, c'est peut-être aussi le bon prix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur très longue période, hop, j'agrandis. Bah, tu vois, hein, ça monte, mais je sais pas pourquoi ça veut pas monter, mais je crois que dossier qui est pas trop apprécié par le marché. C'est dommage que sur très longue période, celui qui a acheté il y a longtemps, il est très content et lui il reste. Hein, et puis il a pas intérêt à quitter. Donc c'est ce type de dossier là qu'il faut avoir en investissement. Mais ici, là, c'est plus compliqué. Voilà. Donc voilà pour l'idée que je me fais de ce dossier-là. On va passer à Bruno qui me fait une redite sur Verallia, un dossier qu'on m'a souvent demandé, que j'ai souvent refusé parce qu'on me demandait continuellement l'an dernier. On va faire le point, j'étais très négatif, on va voir ce que ça donne sur cette année, si j'avais raison. Donc voici le dossier sur un certain temps, et je sais déjà où est-ce qu'on m'avait sollicité, c'était ici, dans cette accélération forte. Donc comme j'avais écrit ça, et d'ailleurs j'avais mis des pointillés, hein, donc j'étais pas très fan, j'avais 2 points de contact, donc c'était avant ce repli, donc ça devait se passer par ici. Bon voilà, hein, ça a été touché, ça n'a pas trop bien respecté, c'est reparti vers le haut, donc là, Ricardo il a tort, et poum, allez hop, ça c'est fait. Là on voit qu'il y a des gens qui suivent des personnes qui font du fonda, qui me sollicitent moi pour voir ce que j'en pense, et qui se rendent compte que il y a des gens qui ont des propos sur le fondamental qui sont pas au top. Verallia, c'est pareil, c'est la même chose que Melexis. Ça veut dire que vous me sortez des dossiers aujourd'hui qui sont des dossiers qui je dirais dans un premier allant, on donne l'envie de l'acheter fondamentalement, puis rapidement, parce que les gens font que du fonda de bilan, à vrai dire, et ils regardent que les bilans et comptes de résultats. Mais il y a la différence entre une entreprise, c'est une bonne entreprise, mais entre une bonne entreprise et une entreprise qu'il faut acheter en bourse, il y a d'autres critères. Et les autres critères, là par contre, c'est mon petit secret. Mes élèves le savent et je suis désolé, mais il n'y a pas que le bilan. Et c'est là où il y a une grande différence. À vrai dire, il y a souvent des gens qui sont d'origine comptable comme moi, mais qui n'ont pas d'opérationnel dans leur vie professionnelle. Hein. Moi, j'étais opérationnel et comptable, puisque j'ai fait du sauvetage d'entreprise, mais j'ai surtout été dans l'opérationnel. Donc je sais ce qui fait que les leviers que la bourse cherche ne sont pas réunis chez Verallia. Et c'est pour ça que je suis pas positif sur Verallia. Ça peut monter, ça peut remonter plus haut, mais moi je te le dis, hein, quand tu vois ça, là, une accélération forte et que ça remonte en crabe, moi je te dis la suite, hein, balaboum. Alors ça s'effondrera pas, 20 euros c'est super pas cher, donc ça c'est une value, on va dire. Cette valeur est une value, sans dire son nom, elle est une value, et donc voilà, ça va gigoter. Pour les investisseurs, ça n'a aucun intérêt. Attends, je vais regarder vite fait les dividendes.
Ouais, à 6 dividendes, ça donne un petit peu envie quand même. Mais bon, sur très longue période, en tout cas, c'est sûr que c'est pas là qu'il faut acheter. Parce que là, tu vas peut-être mettre du temps, ça, et puis tu vas te retrouver bas, hein, puis ton dividende, tu vas pleurer, hein, parce que tu vas mettre des années à le récupérer. Donc non, à vrai dire, il faut acheter des points bas, et puis espérer peut-être le dividende. Si tu crois vraiment dans l'industrie du verre, dans son explosion dans le futur, bah tant mieux, et je te le souhaite. Moi, j'y crois pas du tout. C'est subordonné aussi au prix des matières premières, et notamment l'énergie, parce que ça, pour refaire du verre, faut faire beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. Donc voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est un dossier dangereux à mon goût. Allez, on va regarder en hebdomadaire vite fait quand même ce qui s'y passe. Voilà, on retrouve les petits bonhommes, c'est du temps que j'en mettais. Oui, donc on devait être par ici avec des supports. Alors, on devait être là. Et ça a bien reparti. Là, je pensais qu'il fallait vendre. Ouais, ça a travaillé un peu. Ça a été un peu plus fort, mais bam, ça t'est renvoyé rapidement, violemment. Donc voilà, on va enlever tout ça parce que ça n'a plus de raison d'être. Voilà, je t'ai fait une mise à jour, hein, ça a bien changé. Disons, j'ai repéré un couloir haussier là, tu vois, avec une oblique très sympa. Je l'ai dupliqué, j'ai vu qu'il y avait quasi un couloir et ce niveau de 39,40 qui me paraît gênant pour éventuellement faire une mauvaise épaule, tête-épaule, mais qui existerait quand même. Donc épaule, tête, épaule, donc ça c'est l'exagération. On revient tester le plus haut précédent. On vient ici et on repart à la baisse. Et je te le dis, ça sent pas très bon, ce truc-là. Bah, après, j'ai peut-être tort, hein. C'est un dossier qui est pas cher du tout. C'est une superbe boîte. Je comprends les fondamentalistes, comme je disais, mais ils se trompent. Ils se trompent le dossier. Enfin, moi, pour moi, ils se trompent. Ce dossier-là ne montera pas au ciel. Il ne montera pas au ciel. Alors, la revalorisation, alors, il faut distinguer la valorisation. Une boîte de croissance, une boîte qui ne l'est pas. C'est que cette boîte-là n'est pas une boîte de croissance. Donc, elle va être revalorisée, peut peut-être monter un peu plus haut que ce que tu vois ici. Mais il n'y a pas de fonds pour un développement, enfin, pour que ça devienne Apple, quoi, entre guillemets. Donc, ça n'a pas d'intérêt. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je rappelle que je ne donne aucun conseil, c'est juste mon ressenti. Voilà pour Verallia, on va enchaîner avec Nathan qui m'a proposé une toute petite valeur française qui s'appelle Poulaillon et que je n'aime pas, mais je vais t'expliquer pourquoi. Poulaillon en mensuel, bah ça donne envie, hein. Il y a une oblique, c'est respecté, j'agrandis, ça tapouille dedans, ça frottille, ça frotta. Alors ça peut accélérer et il y a peut-être des bonnes raisons que ça accélère. C'est pas très cher, mais j'aime pas ce dossier-là parce que je vais vite aller dans les autres unités de temps et vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, les bougies hebdomadaires. Ça, c'est rien qu'à l'œil, on sait qu'il n'y a pas de volume d'affaires. On sait qu'il n'y a pas de volume d'affaires. Il y a des semaines où sur Poulaillon, celle-ci au hasard, il y a 1000 échanges, il y a 1000 unités échangées. Sur cette semaine-là, il y a eu 100 unités, il y a eu une opération de 100. Une semaine entière, hein. Donc il faut que vous soyez conscient de ça. C'est pas possible d'aller sur du trading comme ça. C'est pas possible. Alors il y a un peu plus de volume actuellement. Bon, regarde, il y en a eu là aussi, hein. C'est pas pour ça que ça va sortir. Si ça sort, ça va sortir. C'est des traders qui font ça. Moi je peux pas me consacrer à ça. Alors je vais aller voir vite fait les fondamentaux, mais bon c'est une boulangerie, hein. C'est une chaîne de boulangerie, voilà, qui est plutôt dans l'est de la France. Je vais aller voir s'il y a des petites choses qui ont changé, mais ça m'étonnerait. Ouais, confirmation. Alors, là, on sent qu'il y a une accélération, on sent qu'il y a eu de l'engouement, etc. Ça peut aller plus haut, mais je trouve pas que la table soit renversée sur le sujet, sur le dossier. Ça n'a pas l'air de vouloir aller plus haut. Alors, comme ça a été à 10 et qu'on est à 5, ça peut faire x2 et te refaire un truc sympa. Bon, voilà, pour les traders, mais pas investisseurs. Voilà, j'en ai terminé avec Poulaillon. Merci, hein, parce qu'on l'avait jamais faite, cette valeur. On va enchaîner avec Seb, qui m'a parlé de Waga. Et on l'avait déjà faite, j'avais une opinion assez négative, vous allez voir ce que c'est devenu depuis. Et donc Waga en mensuel, bah voilà, ça continue à baisser. Alors si on avait tracé ça, c'est qu'on devait se situer dans cette partie-ci, il y a eu un petit rebond, et badaboum, c'est reparti à la baisse, encore plus bas, nous sommes dans une tendance baissière sur Waga, énergie, et toutes les raisons du monde sont justifiées sur le plan fondamental concernant cette valeur-là. Alors je vais vérifier vite fait, mais je crois que tu m'as dit un commentaire sur le truc qui m'a fait pousser des boutons, je vais vérifier, mais franchement, faut faire très gaffe à ces valeurs-là. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, c'est super intéressant ce que tu me dis. Tu me parles, peux-tu faire un point sur Waga qui me semble reprendre à la hausse. Excuse-moi de tousser, mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin, les gens comprennent ce que je veux dire. Et la deuxième, tu me réponds, est-ce que je voulais que tu précises un peu. Tu m'as dit, la boîte a l'air bien. Donc ça, c'est j'y crois. Ouais, à l'air. Bon, bah, moi, je te rassure que pas du tout. De nouvelles installations, nouveaux contrats, tout me semble au vert. Bah, moi, tout me semble au rouge. Voilà. Donc, il est urgent que tu changes de paradigme sur le sujet. Alors, j'épargne le reste.
Alors, c'est très sympa de me mettre les commentaires, ça me permet de mieux vous apprendre les choses, mais bon, bah déjà, je te le dis tout de suite, tu fais pas de fondamental, tu écoutes des gens, tu lis des choses, tu écoutes pas du tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est certain. Je suis désolé, Seb. Alors après, tu peux me dire que t'apprécies pas du tout ce que je te dis. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis quelqu'un de franc et voilà, c'est ce qui me coûte beaucoup. Ce qui me coûte beaucoup dans ma vie privée par moment. Mais ça a une qualité aussi, c'est que ça t'éduque. Et en bourse, de toute façon, c'est pas les j'y crois qui marchent. C'est la vérité. Et la vérité, c'est que voilà, je sais pas du tout où tu as vu ça. Là, t'es vraiment dans le déni de réalité là, qu'on soit très clair. Ou, excuse-moi du terme, une totale incompétence sur la notion fondamentale. Je t'en veux pas. Les 99%, 95% des Français ne savent pas du tout ce que c'est que le fondamental et lire un bilan, une activité d'entreprise. Voilà pour faire un petit point sur ça. Tu vas voir que on va modifier là, j'ai des petites choses qui me plaisent bien, je vais modifier vite fait pour que tu vois que le graphique, on va le mettre à jour. Donc voilà, j'ai tracé ça qui est maintenant très clair, c'est une oblique baissière de long terme qui faudra casser pour changer la tendance de la valeur. Donc toi, t'en es très éloigné. Si tu remontes, pour moi, ça reste toujours la même réalité. Et j'ai fait la parallèle ici, qu'on sent pas tout à fait bien, mais on va voir qu'en hebdomadaire, elle est beaucoup plus pertinente. On va virer ça tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc la nouvelle oblique de soutien, et ici, tu vois, le rebond fort ici, c'est ça que tu dis qu'elle est haussière. Bon, ok, c'est très bien, mais t'es très court-termiste, et moi, je te le dis, ça se sent le cramer, ça va repartir à la baisse. À mon avis, ça n'engage que moi. Et ici, tu as une oblique qui est très sympa, qui s'est avérée devenir... Alors, elle était une résistance à la hausse, elle a rebondi. Je crois me rappeler que c'était par ici que je l'ai faite, et j'étais pas du tout fan. Et regarde bien, ça a fait et boum, c'est tombé. Il y avait cette oblique-ci. Alors, on devait être en dessous là, parce que j'avais tracé en rouge celle-ci. Et donc, ça veut dire que ça travaille là. Il y avait eu un pullback dessus. C'était retombé et repassé, cassé, pullback à plusieurs reprises, repullback, mais là cassure. Et là, on refait un pullback. Et encore un pullback ici. Je te le dis, celle-là, elle est ultra pertinente. Elle était rouge, elle était devenue verte, et elle redevient résistance. Et quand ça remontera, 28 deviendra vraiment un problème aussi, là aussi. Donc, tu vois, il y a beaucoup de problèmes sur ce dossier-là, techniquement, pour pouvoir dire que, aucun intérêt. Elle sera haussière au-dessus de 28,30 et il faudra qu'elle tienne ses niveaux pendant un certain temps pour ensuite accélérer. Et ça deviendra intéressant. Pour l'instant, ça n'a aucun intérêt, dossier... J'y ai cru au début, ce dossier-là. J'y ai cru. J'ai cru un peu. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Alors, quand je dis j'y ai cru, c'est que je regarde. J'investis pas. Je regarde. J'ai observé. Je crois bien que j'ai acheté au début, ici. J'ai accéléré et je suis sorti. Voilà, ça, c'est bien les IPO, ça. Voilà. On monte au début, on croit que c'est super. Et puis, d'un coup, les gros qui se mettent à vendre. Et balaboum, tout ce que ça figure. Aussi qui perdent de l'argent en plus. Et donc celle-ci ici, elle est assez sympa parce qu'elle pourrait devenir une résistance. Je vais regarder vite fait pour te confirmer ou pas. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais elle a peut-être un petit peu d'intérêt, on va dire ça. On va la mettre en vert pour qu'elle soit clairement un support. Mais je te rappelle quand même que c'est un support qui baisse fortement, donc voilà, je sais pas pourquoi tu vois qu'elle monte, je sais pas pourquoi tu vois que c'est une belle boîte qui a tout au vert, moi tout est au rouge, et je maintiens ce que je dis, même si un rebond technique peut arriver. Pas plus que ça, je te remercie quand même. En tout cas, si je te dis, si t'apprécies pas ce que je dis, tu sais, tu fais le bouton, j'élimine cet influenceur et tu passes à un autre. Mais en tout cas, ce qui me concerne, la vérité est plus importante que les soi-disant, Voilà. Allez, on va basculer vite fait sur Eric qui m'a demandé Adyen qu'il trouve martingale extraordinaire, c'est vachement mieux qu'une banque, blablabla. Ouais, mais Eric, tu viens d'arriver en bourse. En tout cas, ça se voit dans ce que tu écris. Comment te dire, ça a été une pépite entre 2019 et 2023 dans l'indice des pépites Adyen. Donc, si tu veux, on la connaît. Ceux qui me suivent depuis longtemps la connaissent depuis très longtemps. Et je peux te certifier qu'en 2019, il n'y a pas grand monde qui en parlait de cette valeur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Adyen, on va l'étudier et il y a des choses intéressantes à dire dessus. Voilà, moi j'ai apprécié le dossier par ici. Donc, tu vois, 2019, c'était autour de 600, ouais, c'est ça, 500-600 euros. Elle est montée à 2800 et maintenant elle est en train de elle est toujours en tendance baissière, elle est en train de nous le confirmer et donc je dirais que graphiquement je trouve ça assez intéressant quand même parce qu'elle respecte des choses, mais Adyen ça va pas très bien et je suis pas convaincu que ça aille très bien dans le futur. Bon, après il y a de la technique, ça reste un superbe dossier, qu'on soit très clair, mais t'auras peut-être pour un moment avant de t'en remettre.
C'est pareil, hein, vous regardez que les bilans ou je ne sais quelle trop autre chose que vous voyez, mais il y a d'autres éléments. Et aujourd'hui, Adyen, techniquement, en plus, ça s'exprime vachement bien. Regarde, cette bougie rouge, elle est violente. Celle-ci qui a eu lieu là, elle est violente. Il y a quand même des questions qui sont posées sur le titre. Et voilà, donc mieux qu'une banque, je vais te faire voir Rilba. Il y a une vidéo sur la meilleure banque du monde. Tu verras que celle-ci, elle est beaucoup plus intéressante que Adyen. En tout cas, ceci étant dit, c'était une pépite. Moi, je l'ai sorti quand ça s'est passé ici. J'ai sorti de l'indice des pépites. Donc tout ça, ça a été fait dans les pépites. Et puis il est sorti gagnant, moins que j'aurais aimé, mais gagnant. Voilà pour ce que l'historique d'Adyen. Je suis un petit peu gêné par un truc, je vais le mettre à jour, surtout cet oblique-là, qui a un petit souci. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe, c'est pas énorme, et ici, ça, c'est devenu une résistance. Voilà, puis ici, nous avons une optique potentielle, si ça voulait redescendre jusqu'en bas, autour de 650 €, qui pourrait être intéressant pour Adyen. Voilà pour l'analyse long terme, je dirais, sur le dossier. On va regarder un peu plus sur hebdomadaire ce qui se passe. En fondamental, je te dis tout de suite, il y a quand même quelques petits soucis qui se posent sur le dossier, donc je vais pas aller plus loin, mais il faut faire attention. Et donc je l'avais déjà étudié, fut un temps, et il y en avait une résistance ici qui avait bien fait œuvre et qui avait renvoyé le dossier. On est quasiment revenu dessus, mais c'est l'oblique qu'on vient de tracer qui a fait office de. Comment te dire, rebond technique ici, qui était pas inintéressant, on peut l'avouer. On va mettre à jour cet oblique de résistance, qui est toujours support. Voilà, un tout petit peu, tu vois. Alors, j'ai été voir ce que ça donnait ici, c'est que l'oblique était pas très bonne, c'est toujours bon là. Ici, c'était une petite exagération, et finalement, c'est ici que ça donne la véracité de cette oblique. Donc voilà, tu vois, elle est en train de faire, j'agrandis, cette semaine, en train de faire un retour vers le bas, elle était touchée un truc. Je vais te faire voir en daily, parce qu'à vrai dire, on s'en est occupé dans Dynamic Invest, on a profité d'un rebond, et je vais te faire voir ce qui s'est passé en daily. Et en daily, voilà, il y a eu ça, qui fait très mal au caractère, le rebond technique, ici, et à ce niveau-là, ça résiste, ça bute, et ça repart vers le bas. Voilà, c'est simple l'analyse technique, quand on fait des trucs tout simplistes. Et donc, voilà, tu te retrouves avec une résistance ici, on va pas la noter, on est en daily. Et on va voir ce que ça donne quand ça retombera sur 1100, si ça veut y retourner, ça peut repartir très vite, mais voilà, en ce moment, on voit bien que. Donc, tu vois, le rachat a été beaucoup moins fort que la chute. Donc voilà, pour l'instant, c'est baissier, c'est très dangereux. Il y a des trous partout, regarde, il y a un trou là, il y a un trou là. Donc Adyen est intradable. C'est mon avis, ça engage que moi. Allez, on enchaîne tout de suite avec, on va aller partir à l'étranger avec un dossier norvégien. Philippe qui m'a parlé de Klaveness Combination, je connais pas du tout. On va aller voir ça tout de suite. J'ai peur qu'on soit dans le minier et j'aime pas les minières, je te le dis tout de suite, mais je vais regarder ça tout de suite. Alors pas du tout, c'est dans le fret maritime. Alors voilà des gens qui quand je leur dis que je m'intéresse au fret maritime norvégien, qui regardent toutes les valeurs du fret maritime norvégien. Et qui, voilà. Bon, écoute, tant mieux, c'est gentil, tu suis ce que je dis, c'est très sympa. Mais elle me parlait, mais je m'étais complètement planté. Je pensais que c'était de la minière. C'est une belle boîte, faut pas dire le contraire. Sauf que fondamentalement, il me manque. On peut pas acheter tout ce qui traîne dans le même secteur. Il faut faire des choix. Et les choix que j'avais fait sur Gramcar, dont je rappelle, il y a une OPA il y a quelques jours, et qui est justifié. Voilà, il y a une OPA dessus. Ça c'est clair, et que l'autre qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est OEG Autoliners, me paraît plus intéressante que celle-ci. Voilà, bon, si t'achètes celle-là, tant mieux, super. Mais enfin, par contre, là, je te le dis quand même, techniquement, t'as remarqué ce que j'ai fait. Donc, il y a de quoi faire en dessous. Alors, il faudrait qu'elle latéralise pour pouvoir accélérer ensuite, et ça deviendrait une nouvelle jambe de hausse. Faut que tu saches une chose, Gramcar, je l'ai adoré il y a des années, et elle a mis un temps fou à me faire un truc graphique qui me plaisait et qui a marché. C'est-à-dire que les gens qui font pas de technique et qui font pas de timing, ils se gaufrent. Là, moi, je te le dis, ça peut. Gramcar, elle a traîné pendant un niveau de prix pendant 2-3 ans avant de réaccélérer. Tu peux vivre la même chose là. Et en passant par la case, je sais pas, par exemple ici, par exemple 63. Et là, tu seras moins 40%. Et pas dit que tu tiennes ta position, alors que c'est une belle boîte. Donc je te le dis quand même, à observer, mais fondamentalement, c'est pas qu'elle me gêne, c'est qu'il y a des petites choses qui, en termes d'activité, me plaisent un peu moins que ce que j'ai adoré chez OEG. Et OEG, ça fait longtemps que je la suis, OEG, ça fait un moment, et je vais pas la négliger.
mais pas plus que ça. Voilà. Puis à un moment donné, faut faire ses choix dans un secteur, faut pas tout prendre, hein, parce que sinon ça le fait pas. Je suis quand même assez épaté que vous ayez pas envie de trouver par vous-même d'autres activités. Moi, j'ai trouvé cette activité dont personne ne parle. Toi, tu m'en parles, tu me relais sur une troisième valeur qui serait intéressante. Ouais, pourquoi pas. Mais essayez de réfléchir à qu'est-ce qui move ce monde. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ces valeurs-là avant certains d'ailleurs influenceurs qui s'amusent à me repiquer mes valeurs. Mais moi, il y a deux, trois petites choses qui font que j'ai pas choisi cette valeur-là. Maintenant que ça me revient, elle est passée dans mes screeners. Mais voilà, c'est pas mauvais non plus. Techniquement, moi j'attendrais plutôt que ça revienne ici. Si tu vois ce que je veux dire. Allez, je vais regarder en hebdomadaire aussi, mais je crois que je vais avoir les mêmes réflexions. Ouais, ok, ça monte fort depuis septembre 2023. En hebdomadaire, ça fait un double top légèrement inférieur à, ça peut t'envoyer plus bas. Fais attention au dossier. Tant que ça tient l'oblique, j'ai tort. Mais si ça passe en dessous, ça peut dévaler assez fortement dans les semaines qui viennent, en fonction peut-être. Voilà, et je trouve qu'elle est beaucoup plus dépendante de l'activité économique mondiale que les autres. Donc on verra bien. Et puis ça, c'était simplement le problème des Houthis. Ici qui attaquaient les bateaux parce qu'ils travaillent quand même beaucoup avec le Moyen-Orient ces gens-là, donc c'est assez instable de l'autre côté en face. Donc voilà, vérifier si ça peut évoluer, mais bon voilà, attention, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une belle valeur, c'est pas très cher. C'est plus cher que nos amis que j'ai dans les pépites, ou que j'avais dans les pépites, notamment Gramcar. Voilà, je te remercie Philippe pour cette valeur. On a terminé avec toutes les valeurs que vous m'avez proposées. Donc n'hésitez pas à m'en proposer d'autres en respectant ce que je vous ai demandé un peu plus tôt. Et puis comme ça vous permettra d'avoir une étude de ma part. J'espère que vous appréciez aussi le ton, hein, qui est un peu caustique par moment. Mais bon, c'est vraiment dans l'idée d'essayer de vous faire comprendre que parfois, il faut pas croire dans quelque chose, mais il faut constater. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, surtout pour les petits nouveaux. Allez, on va enchaîner avec les pépites, hein, qui font un carton absolu, qui continuent. Je vous avais promis la semaine dernière que 100% des valeurs sur un mois seraient tout en vert. On va voir si j'ai eu raison. Et voilà le résultat de notre super indice des pépites sur un mois. C'est la colonne qui est ici. Regardez bien. J'enregistre un moment où l'Automatica est juste au-dessus. Alors, on va dire, elle est rentrée pendant, donc elle est légèrement négative. Mais allez, alors, ça fait plaisir quand même. Tout est positif. Et il se trouve que dans ce dernier mois, on a eu une autre OPA, on a eu une deuxième OPA. La première OPA, c'était Gramcar Carrière, donc on peut rajouter, c'est un plus 45% elle aussi. Mais OX2, que vous voyez ici, a fait plus 40 cette semaine parce qu'il y a eu aussi une OPA dessus. Donc 2 OPA sur 18 valeurs de l'indice. Franchement, voilà, qui dit mieux? J'ai envie de dire qui dit mieux. Moi, j'ai la réponse et je crois que vous la devinez un petit peu. Ça, c'est la première chose. On peut être super content. Alors, il y a des gens qui disent, et j'ai eu un message d'un mec qui dit, ouais, tu fais le cake et tout ça. Ouais, je fais le cake. Ouais. Et c'était même méchant. C'était assez agressif. Mais et les gens qui me suivent depuis longtemps, et ça, c'est le grand problème de pas mal de gens qui viennent voir ce que je fais puis qui repartent aussi vite, c'est qu'ils me suivent pas dans le temps. Et ils sauraient que quand ça baisse, ça me plaît pas du tout. Mais là, je vous le dis, en moyenne, ces valeurs ont fait, toutes valeurs confondues de date à date, en un mois, elles ont fait plus 16% en moyenne, pendant que le CAC 40 a fait 3, et que je crois que le Nasdaq a fait un plus 5. C'est-à-dire qu'on a un indice des pépites qui a fait plus que 10% de surperformance par rapport au Nasdaq 100. C'est phénoménal, c'est génial, je suis super content, je suis super fier et on a le droit de s'applaudir quand ça gagne et voilà, je suis super content. Voilà, donc OX2 sort à partir de maintenant, va disparaître hein, évidemment de notre indice. Merci. Alors pas très satisfait parce que finalement elle est rentrée un peu plus haut, donc finalement elle sort en négatif. Bon voilà, moi personnellement, j'ai gagné parce que j'étais dedans et là j'ai gagné pas mal parce que je l'ai bien tradé. Mais bon voilà, c'est globalement elle sort pas positive dans l'indice, donc vous voyez, hein, comme quoi faut pas fanfaronner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'indice en ce moment, il est très 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 puissant à la hausse. Alors la question maintenant, c'est est-ce que je la remplace? Ouais. Et on va la remplacer par une valeur. Ça fait longtemps que je cherche une valeur espagnole pour la rentrer dans l'indice parce que je voudrais qu'il y ait les 11 pays que je travaille. Et on a à peu près tous les pays, mais l'Espagne, ça fait super longtemps qu'on n'a plus de valeur. On va prendre un risque. C'est une pépite. Elle est peut-être encore dans la rivière, elle va peut-être pas sortir de la rivière, et du coup, ça va rester une pépite qui sera jamais trouvée par les investisseurs. Mais pour moi, il y a une nouvelle valeur sur le marché européen qui demande à être à regarder. Alors, l'indice n'a
pas vraiment de valeur luxe. Alors j'ai failli remettre une italienne, pour tout vous dire. Mais en Italie, on a quand même pas mal de choses, donc je vais me retenir un petit peu. On a déjà 3 italiennes dans l'indice, donc on va se retenir. Non, on va mettre une espagnole. Et on va mettre une espagnole qui vient de s'introduire en bourse, donc c'est une IPO, donc c'est dangereux. C'est dangereux. Je le dis, il faut bien vous notiez que c'est dangereux. Et cette valeur, elle est catalane. Je sens qu'il y en a qui savent déjà de laquelle je vais parler. Et cette société s'appelle Puig Brands. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société? C'est une société qui fait du parfum, qui fait de la mode, etc., qui est un peu dans le luxe. Vous jugerez par vous-même ce qu'elle est. Et à vrai dire, vous la connaissez. Et vous la connaissez, mais vous avez jamais fait attention à cette valeur-là, mais vous connaissez les marques qu'elle vend. Et je vais vous citer 3 noms qui vont vous parler tout de suite, parce qu'en France, c'est énormément vendu en France. C'est Nina Ricci, vous avez Jean-Paul Gaultier, donc les parfums, hein, évidemment, et la troisième, c'est Paco Rabanne. Voilà, Paco Rabanne, qu'on a connu pour nous annoncer la fin du monde à certains moments, mais cette valeur est une valeur super intéressante. Alors, on a un équivalent français qui s'appelle Interparfum, mais voilà, introduction en bourse. Alors, attention, la valeur a été introduite chère. Assez cher, pour certains très cher. Moi, je la trouve pas excessivement chère. Donc, ce qui veut dire que pour gagner de l'argent, il faudrait qu'elle passe de cher à très cher. C'est faisable. C'est faisable, c'est possible, on verra bien. Le problème, c'est que les introductions en bourse, c'est un peu dangereux. C'est même beaucoup dangereux. Dans le sens où je dirais que ça peut partir vers le bas. Donc on va mettre un stop sur le plus bas qui est du lancement de la valeur. On va regarder vite fait le graphique pour vous voyez, je vais vous faire voir un petit peu. Et si ça passe en dessous, vous considérez que c'est à oublier. Mais voilà, c'est des pépites à trader de Ricardo. C'est pas j'achète bêtement les yeux fermés et puis on verra bien ce que ça fasse. Ça se passe super bien en ce moment. Hein. Toutes les nouvelles valeurs que j'ai rentrées dans l'indice des pépites, hormis peut-être une, sont toutes à la hausse depuis qu'elles sont rentrées depuis le mois de septembre de l'an dernier. Là, c'est peut-être que je me trompe, et ça peut m'arriver. On est sur un marché assez haut, comme vous l'avez vu dans les indices, donc je suis peut-être pas au bon moment, mais ce qui est sûr, c'est que le dossier doit s'observer. C'est vraiment peut-être la pépite du futur espagnol, peut-être la nouvelle Amadeus ou la nouvelle Inditex, c'est peut-être cette valeur-là. C'est 4 milliards de chiffre d'affaires, 72% dans la cosmétique, ça fait du parfum, ça fait du maquillage, etc. Donc c'est un concurrent, c'est entre le L'Oréal et l'Interparfum, donc c'est une belle boîte. Sur le marché de Madrid, c'est un peu original aller sur Madrid, mais cette fois-ci, là je crois que j'en tiens une, enfin en tout cas j'espère. Enfin, si je vous le dis, c'est que j'y crois, mais comme on dit, faut pas y croire, faut constater, et on constatera dans le graphique que j'ai eu raison. On verra bien dans le futur ce que ça donne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai une petite idée que Puig Brands donc soit super intéressante. Voilà, je suis assez enthousiaste. Alors, restons modérés, on se met un plan et on verra bien. Et en dessous, le dernier niveau que je vais vous faire voir, on sort. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Alors voilà, on est sur le graphe, il est complètement dénudé, parce qu'elle a été introduite le 3 mai, et on a été touché, à l'introduction, on a été touché le niveau de 24 €, donc on va dire qu'en dessous de 24, ce sera invalidé, on verra ça, je vais la noter comme ça, on verra bien dans le futur, et pour l'instant, elle est en train de gigoter, on verra bien ce qu'elle va donner vraiment dans les années qui viennent, mais pour moi, c'est pas impossible qu'on ait à faire une superbe valeur. Voilà, ça s'appelle Puig Brands et Puig Brands et avec un S à la fin et c'est coté à Madrid. Voilà, j'en ai terminé avec les pépites. On va enchaîner avec le plan de trading. Le plan de trading d'une pépite. On va essayer de trouver une valeur qui serait intéressante graphiquement malgré ce marché que je vous dis qui me chafouine un peu. On tente, on verra bien ce que ça donne et on va aller voir s'il y a quelque chose à faire sur le marché avec une des valeurs pépites que nous connaissons maintenant assez régulièrement sur ces dossiers-là. Je vous le dis tout de suite, tous les plans de trading sont en train de cartonner. Celui de la semaine dernière, il est pas démarré, mais il n'est pas invalidé, donc on va rester dessus. Je ferai un point sur tous les plans de trading qu'on a fait. Vous verrez que la statistique là aussi est impressionnante. Espérons que ça continue comme ça. Je croise les doigts. Allez, c'est parti. Et donc le plan de trading va se faire sur une valeur qui est haussière depuis un moment, qu'on a rentré dans les pépites ici et qui, ma foi, une accélération très intéressante. On était autour de 105 au moment où elle est rentrée, on est à 131 et je vais vous faire voir en daily ce que je vois qui me plaît beaucoup. Voilà, donc en daily, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un couloir haussier qui est très bien respecté. Alors attention, on voit des obliques qui sont en train de nous gêner. On a été gêné par celle-ci qui viendrait d'ici et on est revenu sur ce niveau de prix là autour de 124. Cette valeur est en train de retravailler, je dirais, un biseau. Alors, on pourrait refaire un triangle ici, et pour moi, ça peut casser, il faut pas grand-chose. Alors, attention, c'est très illiquide, faut faire attention, faut pas y aller trop fort.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller monter à 140, 142 très rapidement, mais j'ai un objectif un peu plus haut à 150. Et alors on est assez loin de l'invalidation, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. 122 jusque là ça peut aller. Alors si ça retombe à 122, c'est peut-être une opportunité pour reprendre le flux de ce couloir haussier qui est assez sympa. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Fountaine Pajot, c'est une des pépites que j'ai rentrées en fin d'année dernière. On m'a bien rionné avec cette histoire-là, puisqu'on me parlait de Katana de partout. Katana depuis a perdu pas mal en bourse. Alors il rebondit, il remonte, il fait gigote, mais ce qui est sûr que c'est fondamentalement, c'était Fountaine Pajot qui me plaisait le plus dans le monde de la navigation et du nautisme. Et il se trouve que c'est à peu près bon, donc on va refaire un plan de training dessus. Donc si ça casse, n'hésitez pas à en profiter. Et puis voilà, l'invalidation est assez loin, donc faire attention par rapport à ça. Il y a pas mal d'illiquidités, donc tous les petits nouveaux, si vous connaissez pas le carnet d'ordre, vous allez voir, il y a une vidéo sur le carnet d'ordre, de faire très attention à ça. Il faut être servi et servi au bon prix. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous appréciez ces contenus. Et si c'est le cas, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne. Et puis vous avez à votre disposition tout le programme éducatif que je mets à jour régulièrement, qui est juste ici et qui vous permettra de découvrir encore plus la bourse. Il s'appelle Débuter en bourse. Et puis juste en dessous, vous avez une vidéo qui vous permettra de découvrir un peu plus qui je suis, ce que je fais et d'où je viens et qu'est-ce que je propose. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite tous un bon week-end. Allez, ciao ciao.